Bonjour, bonjour, ici Sylvain Lessard qui vous souhaite la bienvenue à votre émission Chasse et pêche express. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de fébrilité que je vous annonce ma chasse au chevreuil, nouvelle édition. Je suis à la recherche d'un beau cerf de Virginie dans la région du lac du Cerf avec beaucoup de péripéties en perspective. Tout de suite après, je vous montre comment bien ajuster et positionner vos caméras de surveillance. Bon, ben vous avez devant vous un petit gars nerveux, hein, puis un petit gars heureux en même temps parce qu'on s'en va chasser le chevreuil. Je me suis mis des caméras de surveillance qui m'ont donné des signes avant-coureurs intéressants. Et j'ai fait bien attention, j'ai pris beaucoup de précautions pour ne pas que mon secteur de chasse soit trop perturbé. Perturbé par les voisins, perturbé par des gens qui pourraient y aller mal intentionnés. Je suis très, très anxieux de commencer cette chasse-là cette année dans un patelin que je connais assez bien, où il y a une multitude d'habitats finalement. Beaucoup de feuillus, les feuilles sont tombées évidemment en ce début novembre, mais les hêtres, les feuilles persistent encore, puis il y a des petites pointes de résineuses que je vais exploiter. Donc, vous m'accompagnez, je vais tout vous expliquer ma technique de chasse de cette année, comment est-ce que je m'y prends. L'ouverture de la chasse à la carabine 2014, c'est avec vous que je veux la faire en espérant d'avoir du succès. Donc, c'est plus ici une initiation aux techniques de chasse au cerf de Virginie modernes qu'on va faire ensemble. Bon, ben nous voici dans mon spot de chasse. Ah, ma stratégie ne sera pas vraiment compliquée, mais ça fait pas bien longtemps que je mets des appâts. À peu près une semaine, une dizaine de jours. Puis avec ma caméra de surveillance, bien, j'essaie d'avoir de l'achalandage. Là, je sais que j'arrive dans une période de pré-rut. J'ai eu des femelles, des jeunes à mon site à pâté. J'ai mis quelques pommes. Je chasse dans une ligne de transition de végétation. Alors, ce que je fais, c'est que j'essaie de trouver une ligne entre deux habitats. Parce qu'ici, je vais essayer de me camoufler le plus possible. Je vais chasser au sol, dans une petite tente portative. Et je vais essayer d'avoir un beau corridor de vision. Pour diriger le gibier vers là, bien, je vais jouer un peu sur le sexe de l'animal. Je vais lui mettre un peu de ce qu'on appelle les fameux phéromones dans son urine synthétique. Donc, j'active mes phéromones grâce à l'urine, puis je vais vaporiser ça à tous les 50 pieds à peu près en montant vers mon site à pâté. Et c'est là que je vais installer ma tente. Évidemment, ce matin, j'ai pris quelques précautions. Hein. J'ai vaporisé mon linge pour essayer d'enlever le plus d'odeur possible. J'ai traité mon linge en tant que tel. Et j'ai amené quelques atomiseurs pour augmenter aussi le pouvoir attractant de mes appâts, genre de vaporisateur à odeur de pomme. Et j'ai amené également un vaporisateur à odeur de conifère pour autour de la tente, au cas où la tente y aurait des odeurs humaines qui persisteraient. À part de ça, je vous dis, ça prend mon permis de chasse, ma carabine, une paire de jumelles pour identifier mon gibier. J'ai mon GPS, mais je connais pas mal la terre par cœur, ce qui fait qu'au niveau de mes habitats, je connais pas mal mes endroits où passer et où aller. Alors, on ne perdra pas de temps. Portez des gants, très important, parce que tout ce que vous pouvez toucher, finalement, à végétation, entre autres, vos appâts, donc toujours une précaution, limiter la propagation d'odeur. Fait que je vais essayer de monter entre une ligne de feuillus et une ligne de conifères en vaporisant tranquillement pour aller vous montrer à quel endroit que je prévois à voir arriver les chevreuils, si jamais il y en a qui veulent se montrer, évidemment. Je commence à rentrer dans ma zone ici de transition. À ma droite, ici, j'ai une forêt clairsemée en régénération de feuillus. Et à ma gauche, j'ai un secteur très dense, un peu moins drainé, plus humide, où ça pousse en conifère. C'est ici que je vais profiter de me trouver un spot pour monter justement ma tente, pour me dresser un affût au sol.
vous remarquerez que sur ma carabine, je ne porte pas de bretelles. Je trouve la bretelle à la chasse au chevreuil un petit peu trop encombrante. C'est un animal rapide, il faut être prêt à mettre en joue rapidement. Ce qui fait qu'avec la bretelle, on a tendance à mettre notre carabine sur l'épaule, on voit un chevreuil, il fait 2 bonds, puis il a disparu. À ce moment-là, j'ai pas de chance de faire feu. En enlevant ma bretelle, ça m'oblige à garder mon arme toujours prête. Et si jamais un coup de feu rapide devrait s'en suivre, bien à ce moment-là, je suis prêt à épauler et à faire feu. C'est pour ça que intentionnellement, à la chasse au chevreuil, je n'ai pas de bretelle et je garde mon arme toujours prête au cas où. Un bon test que l'on peut faire régulièrement quand on vient prospecter ou qu'on s'installe pour la chasse, c'est la direction du vent. On n'en parlera jamais assez. Moi, c'est la direction du vent qui dicte un peu ma stratégie de chasse du matin ou de ma journée. Ici, je savais qu'une petite poudre bien légère, je suis capable de voir dans quelle direction le vent se déplace. Donc, vous avez vu le jet de poudre se diriger vers vous. Donc, je vais toujours vent de face pour que si jamais il y avait des chevreuils à flanc de la montagne, ils ne me sentiraient pas. Je me fous un peu de ce qui se passe plus haut, vu que le vent, finalement, apporte vers le haut de la montagne. Je suis intéressé au gibier qui est dans le bas et qui voudrait remonter, par exemple, la montagne pour aller se cacher, pour me passer, finalement, dans ma ligne d'odeur. Donc, je vérifie régulièrement mon vent. Comme ça, ça me permet de toujours être à la fine pointe de ma technique de chasse. Fait que c'est ici que je suis venu mettre quelques appâts un peu plus tôt cette année. Même d'ailleurs, il en reste un peu, ils ne sont pas venus tout manger. Je vais en remettre aujourd'hui. Ma caméra de surveillance, d'ailleurs, elle est installée un petit peu en retrait. C'est ce qui m'a permis de voir que j'avais peut-être un spot de chasse intéressant. Maintenant, je vais vous montrer à quel endroit que je vais me positionner pour être sûr de ne pas être détecté et avoir un beau champ de vision si jamais un gibier se présente. Ici, j'utilise beaucoup plus le sens de curiosité du chevreuil. Il aime être dans un endroit encombré parce qu'il ne se sait pas vu. Mais là, il est obligé de se découvrir pour aller chercher un appât ou pour aller détecter l'odeur que je lui ai mis. Ce qui fait qu'il est obligé un peu de se dévoiler. Mais lorsqu'il se dévoile, il est très prudent. Ce qui fait que ma petite pointe de résineuse, comme je vous l'avais expliqué, c'est ici que je vais rentrer pour aller mettre justement mon affût par terre, ma petite tente là, que je vais aménager. Avec un corridor de tir, un châssis, je m'installe une chaise à l'intérieur, je camoufle mes odeurs évidemment, très important, avec mon petit atomiseur à odeur d'épinette, parce que je suis dans un beau secteur sapin et épinette. Et j'espère que le chevreuil va se sentir assez en confiance pour longer ma ligne d'odeur et sortir dans un endroit dégagé comme ça pour venir chercher mon appât. En tout cas, c'est mon scénario cette année. Alors, si vous me permettez, je vais finaliser d'aménager mon affût. Alors, j'ai presque terminé. Je vais aller chercher mes deux chaises pliantes que je vais installer à l'intérieur, me positionner confortablement. Je vais revenir avec mes appâts, je vais mettre un petit peu d'appât et, petite recommandation, je vais me faire un diffuseur. Vous savez, un genre de tampon imbibé d'urine, qui est un peu la finalité de ma ligne d'odeur. J'ai fait une ligne d'odeur qui gravit un peu la coulée vers le sommet de la montagne. Et entre les deux, ma ligne d'odeur se termine là à la peau. Et là, je lui mets un diffuseur qui, lui, va embaumer finalement l'odeur que j'ai mis pour attirer peut-être un mâle qui sera à la recherche d'une belle femelle. Je vais y aller par petites portions. Parce que souvent, il y a une hiérarchie dans les chevreuils. Il y en a des dominants, des moins dominants, des veaux, des femelles.
si je mets toute la même moulée au même endroit, ben il y en a qui vont s'accaparer le tas et les plus petits n'y auront pas accès. En mettant différents petits micro-appâts, ça me permet à toute une population de chevreuils d'être capable de s'alimenter. Pour les spécialistes qui se demandent avec quoi je chasse, ben, c'est un calibre 30-06. J'ai pris des boulets 165 grains, un petit peu plus légers. Je chasse pas quand même l'orignal, je chasse le chevreuil. Je suis allé au champ de tir, ma carabine est juste. C'est sûr que c'est pas pour une carabine, un modèle 710 que j'ai sorti des boulamites. C'est pas pour des shots là, à 1000 mètres, là, hein? On s'entend. C'est un bois relativement encombré, relativement dense. C'est pour une shot à courte distance. 0-100 pieds, je suis bullseye au champ de tir. C'est tout ce que ça me prend. Puis d'ailleurs, avec des intempéries, une pluie qui va probablement éventuellement virer en neige ou en grésille au mois de novembre, ben c'est pour ça que j'aime une crosse synthétique, beaucoup moins d'entretien. Et c'est un bon compagnon de chasse qui fait le travail de façon exemplaire. Alors, voilà pour ceux qui se questionnaient sur le type d'arme que j'utilise. Ça fait quand même quelques heures qu'on est là. En plus que ça n'a pas bougé. S'il met à pleuvoir quand même assez fort. Il y a des avantages et des inconvénients d'un affût comme celui que j'ai présentement. L'avantage, c'est que ça me protège sensiblement d'un ondée soudaine, comme la pluie présentement. Mais l'inconvénient, c'est que ça fait pas mal de bruit, la pluie qui tombe sur mon affût, qui fait que j'entends pas le chevreuil s'en venir. J'ai un sens de complètement bouché. Fait que c'est seulement mes yeux qui doivent travailler. Fait que souvent, je risque de me faire surprendre. Mais souvent, c'est une température aussi que le chevreuil va se coucher à quelque part, ruminer, et va attendre que les conditions atmosphériques redeviennent favorables pour se déplacer. Ma ligne d'odeur est faite, mon diffuseur est en fonction, mes appâts sont mis. Même d'ailleurs, les oiseaux l'ont trouvé, ça n'a pas été long. Fait que moi, je vais profiter du cœur de cette journée-là pendant que la pluie est à son maximum pour quitter mon affût. Et en espérant que ça se calme, je vais aller me restaurer un peu et je reviendrai en fin de journée pour la fameuse passe du soir. D'un coup que là, le chevreuil se met plus à s'activer et décide de venir aux appâts. Donc, je reprends mon matériel, je vais descendre au camp et je reviendrai plus tard.
Je l'ai perdu de vue. Il a bien tombé. Je pense que mon coup de feu était un peu trop bas. Évidemment, j'y visais le coup, j'attendais qu'il baisse la tête pour s'en aller à l'appât que j'avais mis. Il a comme écrasé, puis il a quitté le champ de vision. Évidemment, le spot est intentionnel comme ça. Je suis dans un coin excessivement sale, très très dense, en résineux. Et j'ai juste une petite fenêtre de clarté, de découvert, pour que le chevreuil se sente en confiance. Le chevreuil est caché. Je l'avais s'en venir, je l'avais vu s'en venir sur ma droite, il y a quelques minutes. J'avais vu les cornes passer dans les branchages. J'ai passé une bonne grosse partie d'automne sans voir de mâle à mes caméras de surveillance. Et là, depuis quelque temps, on sent que le pré-rut commence à embarquer, hein, début novembre. Et là, les mâles commencent à sortir, les mâles commencent à courroyer, les mâles commencent à faire des grattés. Les mâles commencent à faire des erreurs. Et c'est là que le chasseur doit capitaliser sur ces erreurs-là. Fait que là, je me calme un peu. Une balle de tirée, ma deuxième est prête au cas où. Et j'ai jamais attendu un 20 minutes aussi long de toute ma vie. Mais en tout cas, je patiente et je reste aux aguets. Ça fait 20 minutes. Il est temps d'aller voir ça. Quand se présente un mâle comme ça, et qu'on a un coup de feu précis, qu'on est capable de récolter une si belle bête, ben on se dit, ben soda, il y a un créateur qui est bon pour nous autres, pour nous donner l'opportunité de faire une belle chasse comme ça. Et on n'a pas le goût de sauter de joie et de célébrer avec des high-five à tous nos chums, mais plutôt de dire la nature est généreuse, de faire de si beaux animaux et finalement que la pression du train-train quotidien fait en sorte que tout ça, dans l'espace d'un moment, est mis de côté. Notre attention est focusée sur une si belle bête, une chasse fructueuse, chasse de l'automne 2014 pour moi. Et maintenant, bien ficelée, bien emballée, et je suis des plus heureux que vous en soyez témoins. Encore une fois, un superbe succès. Bon, je suis sorti du pétrin. J'ai réussi à le monter à un endroit relativement plane que je puisse approcher le VTT
pour descendre ça dans un endroit plus reculé. J'aime pas éviscérer mon chevreuil à l'endroit que je l'ai abattu, surtout que c'est un site que j'essaye d'habituer les autres cerfs à venir, des femelles et des jeunes. Éviscérez votre gibier le plus rapidement possible et refroidissez votre viande. On dit, par exemple, dans les domaines de gros gibier, qu'il faut que la viande atteigne rapidement le 6 ou le 5 degrés Celsius pour bien préserver la viande, pour qu'elle mûrisse adéquatement. Donc, évidemment, c'est tout de suite expédition à la chambre froide de votre boucher. Évidemment, si vous voulez taxidermiser la tête, il est important de bien prélever la fourrure à partir de la rosette du ventre et de la fin du cou avec l'épaule pour amener ça à votre taxidermiste. Parce que plus qu'il y a de peau, plus qu'il est capable de faire un bon montage. Sinon, vous allez scier seulement la calotte pour garder la calotte crânienne avec les deux panaches pour faire un souvenir. Vous pouvez mettre ça sur une belle plaque vernie. C'est un excellent souvenir de chasse. Comme mot de la fin, ça va de soi, je dois remercier certains partenaires qui m'ont permis de filmer cette très belle chasse automne 2014, en commençant par toute l'équipe de Rendez-vous Chasse et Pêche, mon caméraman Emiliano qui m'a suivi dans cette aventure assez rocambolesque, évidemment M. Réal Massé, qui sans lui, cette émission-là ne serait pas possible, et tous les gens de Ma TV qui diffusent Rendez-vous Chasse et Pêche à travers la province de Québec. Donc, merci beaucoup, et en tout cas, j'espère que cette chasse-là vous a donné autant de plaisir que moi j'en ai récolté, mais vous m'excuserez, je dois prendre soin de ce beau cerf de Virginie. Je sors ça du bois, j'éviscère ça, puis à une prochaine pour votre émission Rendez-vous Chasse et Pêche. Un des éléments qui a véritablement révolutionné le monde de la chasse depuis quelques années, c'est l'apparition des fameuses caméras de surveillance. Vous savez, ces genres de caméras que les chasseurs aiment positionner dans l'habitat du gibier préféré pour essayer de le prendre en photo. Avoir une idée, par exemple, de ses allées et venues, de ses habitudes. À quelle heure vient-il à mon site à pâter? À quelle heure passe-t-il dans tel sentier? Mais également, ça lui donne également un aspect de quel type de gibier fréquente le territoire du chasseur en question. Si, par exemple, la loi du mâle est instaurée et que le chasseur constate que sur ses caméras, il n'y a seulement que des femelles et des veaux qui passent devant l'écran de sa caméra, bien, ça permet au chasseur de se repositionner dans un autre territoire. Au contraire, si le chasseur s'aperçoit qu'il a un monstre, un gros mâle avec un panache immense qui fait office de trophée, bien, le chasseur va redoubler d'ardeur, finalement, à essayer de leurrer ce trophée-là en période de chasse. Quoi qu'il en soit, ces caméras de surveillance-là sont très populaires. Populaires auprès des chasseurs, populaires auprès aussi des chercheurs, parce que de plus en plus, les chercheurs dans différents instituts qui étudient les animaux, les comportements, les bêtes rares, entre autres, bien, vont positionner de ces caméras-là pour tenter justement de prendre en photo des animaux que l'on voit rarement. Entre autres, les histoires de spéculation sur la présence du cougar au Québec, bien, ça va être probablement des caméras de surveillance comme ça qui vont nous prouver la présence ou l'absence de ces animaux-là. D'ailleurs, les meutes de loups, également, les animaux nocturnes qu'on a de la difficulté à connaître leurs habitudes. Et qu'en est-il de l'ours noir, un animal énigmatique qui se déplace avec beaucoup de silence, souvent de nuit, on en sait très peu. Donc, les caméras de surveillance peuvent aider la partie recherche. Également, il ne faudrait pas oublier les propriétaires de chalets, par exemple, ou de villégiatures qui veulent avoir une surveillance constante de leur installation pour prévenir, par exemple, les bris, les feux, même à la limite les brigands qui seraient tentés de venir voler leurs biens. Qu'à cela ne tienne, comment on installe ça, une caméra de surveillance? C'est quand même relativement très simple. Ici, j'ai un petit modèle que j'aime particulièrement parce que l'enveloppe et la boîte se positionnent directement à un arbre avec une sangle qui permet justement qu'elle reste fixe. Et à ce moment-là, lorsque j'arrive, bien, je prends la caméra et je la détache tout simplement de mon arbre pour être capable de la manipuler. Son enveloppe reste attachée à l'arbre, ce qui me permet de la repositionner toujours au même endroit. Cela dit,
Il est important ici que le chasseur positionne bien sa caméra de surveillance. S'il veut, par exemple, attraper les gros spécimens, bien, il va la placer quelques mètres plus haut que le sol. S'il la met trop bas, bien, à ce moment-là, un porc-épic, une moufette, un raton laveur va déclencher sa caméra de surveillance et ce n'est pas nécessairement ça que l'on veut. On veut des beaux gros chevreuils, on veut des orignaux, donc ne vous gênez pas pour surélever votre caméra de surveillance. Également, mettez-les en retrait et faites des tests. Passez, par exemple, en avant de votre caméra pour vous faire prendre en photo. Alors, lorsque je les installe, au printemps, par exemple, pour déjà avoir des bonnes habitudes de mon gibier qui fréquente mon territoire, je n'oublie pas d'amener une carte SD. C'est sur cette petite carte-là que les photos vont être enregistrées. Donc, j'insère premièrement la carte à l'intérieur de mon appareil. Bien prendre soin de mettre des piles neuves pour qu'elles puissent être capables de tolérer les intempéries, le froid sur une plus longue période. Une fois le couvercle refermé, à ce moment-là, à l'arrière, j'ai quelques boutons très simples à manipuler, l'interrupteur on-off, bien sûr, et ensuite de ça, bien, je mets la fréquence des photos, le nombre de photos que je veux que mon appareil prenne, également la sensibilité de l'appareil. Je ne veux pas prendre une photo d'une mésange à tête noire qui voltige en avant. Je veux que ça soit le gros gibier convoité en période de chasse. Donc, un outil que je dirais maintenant indispensable, il s'agit de bien s'amuser avec pour l'ajuster à notre goût et elle vous rendra de nombreux services pendant plusieurs années. Cette chronique vous a plu? Eh bien, je vous donne rendez-vous prochainement pour un autre Chasse et Pêche Express.